Là, rebonjour, donc je vais partager l'écran pour être sûr que ça marche. Donc on était dans l'idée donc de rejoindre Zadar. Comme je vous disais, c'est Zadar, je vous ai mis comme repère parce que vous avez déjà identifié la ville. Mais de mon point de vue, l'intérêt de cette zone, c'est de pouvoir s'y poser, s'y reposer, profiter des petits villages parce que c'est là qu'on a vraiment le charme aussi de la Dalmatie du Nord et que partant de là, vous pourriez très bien découvrir donc la zone de Pakistan qui est à 40 km de Zadar environ et qui a l'intérêt assez évident pour moi d'avoir un environnement naturel ici avec le lac Vrana, très très agréable de se balader, prendre un peu de hauteur pour admirer les points de vue sur les archipels de Biograd et de Pakistan juste en face. Là, il y a des très jolies plages, faciles d'accès si vous voulez vous baigner, des plages avec pinède. Donc, toutes les plages sont bornées de pins, ce qui est quand même agréable, parce qu'il fait encore chaud à l'époque où vous allez voyager. Et puis surtout, c'est une zone idéale pour aller du côté, donc, soit hors des sentiers battus ici vers l'île de Vergada, soit donc vers les îles Cornati que vous avez peut-être vues et dont vous avez peut-être entendu parler, qui sont ici, et le parc de Telachitsa qui est à la pointe de l'île de Dubliotok. Ça, c'est des excursions à la journée en bateau, ce qui en soi ne devrait pas trop vous fatiguer puisque vous allez vous laisser porter et donc sur les flots, aller d'îlot en îlot, découvrir un peu, faire de la randonnée, faire de la baignade, visiter les points stratégiques des îles Carnatic par exemple, avoir un petit aperçu du lac Mir dans le parc de Telachitsa. Donc ça peut être une journée sympa qui se couple donc facilement. Après, on se repose du côté de Pakistan ou de Biograd. Et vous avez donc la possibilité d'aller facilement du côté de Zadar le soir pour voir aussi le coucher du soleil. C'est 40 km, donc théoriquement, ça reste assez raisonnable comme distance. Donc, vous avez Zadar ici et vous avez 40 km ici, Šibenik. Donc, c'est une zone très stratégique pour rayonner. Et d'ailleurs, on peut rayonner également vers cette zone-là où vous trouvez des super beaux coins comme le canyon de Krupa, que je recommande beaucoup aux voyageurs qui aiment la randonnée, parce que c'est un environnement typique karstique qui est très représentatif du Vélébite, avec la rivière Krupa, la possibilité de se baigner donc dans les chutes de cette rivière. Donc le côté nature, il est au maximum ici. Sinon, vous avez le parc de Paklenica également qui se trouve par ici et qui vous permet de découvrir l'environnement montagneux du Vélébite. Donc là, quand on se pose, on a le plus grand nombre de parcs nationaux et naturels à proximité. Vrana est un parc naturel également, Telachica, Karnati. Vous avez les paysages lunaires de Pag, si vous avez envie de voir à quoi ressemblent les paysages lunaires en question. Donc à 1 heure et demie environ. Hein. Et ensuite, vous avez ici, donc au Brovac, la zone de... Donc là, on rayonne beaucoup. Et bien sûr, le parc de Kerka, dont vous avez sûrement entendu parler, qui se trouve ici. Donc depuis cette zone, on visite tout ce genre de destinations. Les petits villages comme Nîmes, par exemple, également, qui sont vraiment très jolis et qui plaisent normalement aux touristes. Donc là, vous voyez, vous pouvez vous poser et pas trop rouler. Et rayonner, donc là, c'est logique de rayonner. Sachant que la question qui va se poser, c'est du moment que vous avez choisi d'être dans cette zone-là et que vous voulez aller jusqu'à Dubrovnik, voire au-delà, c'est par rapport aux distances que vous êtes obligé de parcourir. Là, on va pas se le cacher, hein. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut quand même accepter un minimum de rouler parce que les distances sont ce qu'elles sont et que vous êtes censé vouloir aussi vous poser dans des lieux pour déjà vous reposer, visiter ce qu'il y a à voir dans les environs. Donc, à un moment, vous n'allez pas pouvoir vraiment éviter d'avoir à parcourir un minimum de distance. Sachant que ça va être compensé par le fait que vous allez après vous poser dans les lieux davantage pour pouvoir limiter les distances à parcourir depuis le point de chute. Donc, on ne peut pas tout avoir. C'est-à-dire que soit on découpe complètement, c'est-à-dire que vous êtes à Zadar, vous découpez Zadar, et vous gardez Šibenik pour le retour parce que à un moment il faut remonter et que même si vous allez faire une boucle, il y a des destinations à retenir ou pas. Et en fait, c'est là qu'il faut réfléchir de manière vraiment scrupuleuse
à vos objectifs et au temps que vous voulez passer dans chaque zone. Parce que comme je vous ai dit, bon, l'intérêt de cette région, c'est que vous pouvez vraiment visiter très bien en rayonnant sans trop faire de kilomètres. Sauf que, ben, voilà, il va falloir après vous déplacer. La logique voudrait que vous alliez du côté de Split. À ce moment-là, si vous avez intégré Split, c'est sûr que pour le retour, il va falloir quand même réfléchir à un autre point de chute parce que vous allez voir que, mine de rien, même si sur la carte, ça semble pas du tout évident, les temps de trajet vers les destinations que je vais vous recommander sont longs parce que bah, les routes, c'est la magistrale, on ne roule vraiment pas vite sur cette route-là. Donc, on ne peut pas faire autrement. Alors, je ne sais pas si déjà ça vous convient au niveau de ce que je vous ai expliqué. Déjà, c'est pas mal, oui. Déjà, ouais. Après, nous, on préfère rester plusieurs jours dans un coin, bien découvrir, quitte à revenir une autre fois pour visiter une autre région. Pas tout faire au pas de course, quoi. On préfère prendre notre temps et puis bien. Oui, je comprends, mais vous rappelez du programme que vous m'avez soumis? Oui, mais c'est parce qu'on ne connaissait pas et que c'est toujours dur quand on ne connaît pas une région, on ne sait pas trop. C'est pour ça qu'on s'est dit on va vous demander. Oui, mais je comprends, c'est pour ça que je sers normalement à renseigner, justement, parce que je connais. Mais si vous estimez que vous voulez passer plus de temps, ça signifie aussi que vous allez être obligé de rouler beaucoup plus longtemps pour aller vers les points de chute suivants, parce que vous avez quand même comme objectif à minima, si je comprends bien, quand même d'aller jusqu'à Dubrovnik, où vous avez changé d'avis. On n'est pas obligé. Dubrovnik, on connaît Dubrovnik, on était déjà allé. Donc Dubrovnik n'est pas. C'est plus obligatoire. Non. C'est pas une obligation. Non. Bon, sachant que c'était pareil, on avait mis Dubrovnik parce qu'on n'était pas loin du Monténégro et puis. Mais après, Monténégro, on peut faire une autre fois. Oui, aussi, Monténégro, on peut faire une Non, mais madame, excusez-moi, c'est simplement, vous pouvez tout faire une autre fois. Oui. Vous pouvez même, voilà, vous pouvez tout faire quand vous voulez. Ouais. La question, c'est quand même à un moment de se poser concrètement sur son projet et de se demander ce qu'on veut faire vraiment. Le temps, c'est ce qu'on en fait. Ça, c'est une réalité que peu de voyageurs, enfin, les voyageurs sûrement l'intègrent, les touristes pas vraiment. Le temps, en fait, c'est pas une limite, bien qu'on ait 15 jours, donc si on a 15 jours, évidemment, qu'on est obligé de faire rentrer nos objectifs dans ces 15 jours. C'est pour ça qu'on organise. En réalité, on peut toujours tout faire une autre fois. Là, votre objectif, c'est de découvrir la Croatie dans une ambition littorale. Bon, ce que je vous propose, c'est d'essayer de le faire et d'aller dans les divers objectifs. Si vous trouvez que vous allez trop vite alors que vous alliez encore plus vite, c'est-à-dire 2 fois plus vite avec votre rythme initial, je peux encore le réduire, le rythme, parce que évidemment, vous passez 4 jours dans chaque zone, vous me donnez le nombre de jours et je vous dis là 4 jours, là 4 jours, là 4 jours, c'est facile à réduire. En fait, c'est même, ça peut être très schématique, la Dalmatie. La Dalmatie, ça peut se faire de manière très simpliste. C'est-à-dire que vous avez 15 jours en Dalmatie, vous pourriez aller uniquement en Dalmatie et pas du tout découvrir le reste. Vous allez directement en Dalmatie, hein, donc ça signifie que vous passez sur l'Istrie, ou vous y passez juste une nuit parce que ben, vous avez envie donc de couper pour pas aller directement en Dalmatie. À ce moment-là, vous vous dites, OK, je ne fais que rouler et je ne vais qu'en Dalmatie. À ce moment-là, vous allez 15 jours en Dalmatie, 5 jours, 5 jours, 5 jours. C'est la logique simpliste, hein, 5 jours entre Zadar et Šibenik, 5 jours entre Trogir et Makarska, donc plus ou moins vers Split, et ensuite 5 jours entre Dubrovnik et Korčula. Voilà, ça peut très bien se faire comme ça, vous voyez. Et à ce moment-là, vous passez 5 jours dans chaque zone, vous allez rayonner à partir de cette zone où vous avez posé vos bagages, vous rayonnez dans la distance qui vous convient. Si vous voulez faire 10 km, c'est possible parce que, vous voyez, Trogir, c'est même très bien parce que Trogir, Split, c'est 35 km, ça fait à peu près 45 minutes, 50 minutes de route. Il y a plein de petits villages entre les deux. Vous choisissez les villages qui sont très agréables au demeurant et beaucoup plus typiques que Split ou Trogir. Et vous êtes dans les villages, vous êtes à 15 km visiblement de chacune des deux villes. Vous voyez, c'est difficile de faire mieux. Ouais. À ce moment-là, vous êtes tranquille, vous avez simplement rayonné. Moi, j'ai aucun problème avec aucune des solutions que je préconise.
Disons que je m'adapte à ce que vous attendez, vous aimez. Donc, si vous me dites: «J'ai envie d'en voir le plus possible», je répondrai à votre demande parce que ça me choque pas qu'un voyageur n'ait pas l'intention de revenir en Croatie, même si mon objectif, c'est de la lui faire aimer et de lui dire qu'il a tout intérêt à revenir parce qu'il va adorer ce pays. Et au contraire, c'est bien ça, que vous ayez envie d'y revenir et d'approfondir chacune de vos découvertes. Mais Bah oui. si votre objectif aujourd'hui, c'est d'avoir une approche générale de la Croatie, finalement, il y a pas de hasard. On est obligé donc, de se poser un minimum dans chacune des régions. Je vous ai quand même augmenté le temps de au moins Ouais, du ouais. double de temps par rapport à ce que vous aviez prévu et qui vous semblait cohérent a priori, sinon vous n'auriez pas fixé, ces objectifs-là. Donc à partir de là, c'est sûr que vous pouvez faire vraiment comme vous voulez et si vous me dites: «Mais nous, on connaît déjà Dubrovnik, il y a aucune obligation d'y aller», pas de souci, vous pouvez rester, mais c'est parfait même, hein. Vous restez ici dans la zone de Korčula. C'est la zone que je recommande à tous les voyageurs cette année, mais je le faisais déjà l'an dernier. Pourquoi? Parce que c'est une île qui est très jolie, qui d'ailleurs, à chaque île, vous le savez peut-être en Croatie, a quand même une identité propre. Donc quand on va sur une île, c'est comme en Corse en fait, vraiment on a l'impression d'être dans un autre pays que ou dans une autre région que celle dans laquelle on est. Donc chaque île a des paysages, des expériences qui sont différentes. D'où l'utilité d'ailleurs de savoir ce qu'on cherche pour trouver, l'île qui nous convient. Ce qui est bien avec Korčula, c'est qu'elle est centrale, donc ici, qu'elle permet d'aller facilement vers, la ville de Hvar. Si vous l'avez pas intégrée depuis Split, vous pourrez y aller à la journée. Elle permet d'aller du côté de Mijet ici au parc national pour faire de la randonnée. Elle permet de visiter, bah, toute l'île évidemment. Si vous êtes basé, comme je le conseille, à Korčula même, vous avez dans les environs immédiats tout ce qu'il y a à voir de plus intéressant dans l'île, hein. Jernovo, Putnat, les petits villages complètement représentatifs de la campagne, avec les vieilles pierres, les maisons plus ou moins abandonnées, les agricultures typiques, puisque sur les îles on vit en autarcie, donc on ne quitte pas les îles finalement de l'emmener et on vit de ce qu'on produit. Donc vous pouvez voir tous ces environnements-là. Lombarda avec toutes les caves, puisque c'est le meilleur vin avec la presqu'île de Pelješac de Dalmatie. Vous avez Pupnatska Luka, qui est l'une des plages connues et des baies un peu célèbres. Et vous avez d'autres plages ici, Pavia Luka par exemple, Ratia Luka, toutes ces baies ici un peu réputées de Korčula. Rasice, petit village aussi très mignon, qui est à 15 km environ. Une réserve naturelle ici pour faire de la nature, la randonnée en nature. Si vous aimez faire des balades à vélo, ben, vers Lombarda, c'est parfait à travers les vignes. Vers Pupnat, il y a les sentiers de randonnée puisqu'on est à peine à 4 km et que Pupnat, c'est aussi le village dans lequel on mange la spécialité de l'île, les macaronis, qui sont des pâtes en fait dont la recette donc est transmise de génération en génération et qu'on ne mange que sur cette île-là. Donc vous voyez, il y a toute une richesse patrimoniale, tout l'aspect historique et culturel, puisque Korčula, c'est la ville natale de Marco Polo. Donc on a tout cette possibilité de découverte et on ne bouge quasiment pas. À ce moment-là, on se pose, on s'immerge, on découvre. On peut aller donc à Millet dans le parc à la journée. Tous les matins à 10h, le bateau débarque à Korčula-ville. 10h35, vous arrivez à Pomena, à l'entrée du parc de Millet. Vous y passez votre journée en théorie jusqu'à 17h. 17h, vous reprenez le bateau pour rentrer à Korčula. Ici, vous avez plein de petites îles et îlots, l'archipel de Korčula dont je parle souvent, et en face, vous avez Orebić, qui est l'un des villages typiques que je recommande comme hébergement également si on veut justement une alternative à Korčula. Orebić est très bien aussi. C'est à 15 minutes en catamaran. Donc, si vous voulez aller sur la presqu'île de Pelješac, ici donc, sans souci, vous pouvez y aller en piéton avec le catamaran, faire de la randonnée, puisqu'il y a un super monastère à Pelješac. Alors, excusez-moi, parce qu'il y a plein de fenêtres à nouveau qui se sont ouvertes. Mais vous voyez, à Orebić, il y a des très jolies plages. Le village très représentatif de cette Dalmatie du Sud, pas touristique, parce que la presqu'île de Pelješac, c'est vraiment dans l'ombre de Dubrovnik et des îles comme Hvar et même Korčula.
Mais voilà à quoi peut ressembler un village comme Ouro Beach, où vous allez en piéton tranquillement, vous prenez votre catamaran, vous allez flâner. Ici, il y a un monastère, vous le rejoignez à pied sans problème. Vous aurez la vue sur votre ville de Korčula ici. Vous avez la possibilité donc de vous balader. Vous voyez un peu à quoi ressemble les paysages, hein, sachant que c'est une presqu'île montagneuse, donc il y a parsemé de vignes puisqu'on y fait un vin très réputé en Dalmatie. Voilà les plages. Vous voyez, les environnements sont très sympas. Alors, quand on ne veut pas trop bouger, il n'y a pas de souci. Moi, je réponds à toutes les demandes. Il suffit simplement de comprendre et de savoir ce qu'on veut. C'est-à-dire que dans la vie, il faut quand même à un moment savoir un peu ce qui nous fait envie, quoi. C'est-à-dire que si vous avez envie de pas trop bouger, la zone en question, vous voyez, on peut même ne pas avoir de voiture, hein. On arrive à Korčula, le lendemain, on va vers Millet pour randonner, le surlendemain, on se pointe à Ore Beach, on va faire la randonnée ici. Quand on aime la rando, vous voyez les panoramas. Donc, c'est quand même super sympa. Ça, c'est pour les voyageurs randonneurs qui aiment vraiment découvrir des super beaux points de vue. Ça se mérite, hein. Alors, si on n'est pas randonneur, il n'y a pas de souci. On va du côté du monastère à pied tranquillement et on va avoir les mêmes points de vue, un peu moins haut, mais on l'a moins mérité. Mais ça reste très joli. Si vous voulez vous balader du côté de l'archipel, ben, on prend les balades en bateau, on fait des balades partagées depuis Ore Beach sans problème vers l'archipel de Korčula ou depuis Korčula. Voilà les environnements que vous pouvez découvrir. Alors, je ne sais pas si ça correspond à l'image de ce que vous pouvez aimer, mais en tout cas, voilà, ça devrait. Et si vous n'avez pas envie d'aller à Dubrovnik, bah, vous oubliez Dubrovnik. Oui. Vous n'avez peut-être pas envie d'aller jusqu'à Dubrovnik. En revanche, bon, vous êtes à 3h, à 3h30 depuis Korčula. Parce qu'on a beau être au milieu, en fait, en termes de temps, compte tenu des routes, hein, c'est toujours pareil, c'est 3h, 3h30. Ce qui signifie qu'on n'y va pas la journée. Parce qu'il va falloir prévoir d'aller à Dubrovnik. Et comme vous connaissez Dubrovnik, mais c'est pas très grave, parce que vous pourriez très bien revisiter Dubrovnik, même avec une guide comme Femica, qui est quand même super, qui vous fera découvrir Dubrovnik, parce que vous pensez la connaître, mais à mon avis, quand vous la visiterez avec elle, vous vous rendrez compte que vous la connaissez pas vraiment. Vous la découvrez donc de manière vraiment stimulante, avec des conseils, des lieux un peu insolites que vous découvrez dans la ville, mais c'est pas votre priorité puisque vous y êtes déjà allé, donc vous n'avez pas la nécessité de la visiter de façon approfondie. Et ben depuis Dubrovnik, c'est simple, vous vous posez quand même un minimum, vous profitez du coucher du soleil depuis le mont Sred si vous l'avez pas encore vu. Je sais pas si vous l'avez vu, le mont Sred quand vous êtes allé à Dubrovnik. Non, on l'a pas fait. Donc le mont Sred, c'est le mont qui protège. Donc ici, vous voyez, il y a la ville, en fait, il y a le funiculaire et le mont Sred, en fait, c'est à 400 mètres. On peut y aller donc à pied ou avec le funiculaire. Vous voyez les vues qu'on a depuis le mont Sred. Là, au coucher du soleil, normalement, c'est assez impressionnant, hein, ça plaît beaucoup. Donc, a priori, ça doit faire une bonne expérience. Vous n'avez pas besoin d'y passer longtemps, parce que vous êtes déjà allé, donc en soi, c'est à vous de faire en sorte quand même d'avoir été à Dubrovnik, d'en faire quelque chose de cette destination. Vous visitez la ville, je vous dis, avec Femica, vous allez adorer. Vous allez après visiter le Mont Sred, et entre-temps, parce que vous l'avez déjà vu, cette ville, donc vous avez décidé de faire une balade avec Femica le matin, ok, 8h à 11h ou 9h midi. À partir de midi, vous prenez votre petit bateau depuis le Vieux-Port pour aller sur l'île de Lokrum, si vous ne la connaissez pas encore. La petite île qui est juste en face, en fait, ici, hein. Lokrum, c'est une petite île qui ressemble à Saint-Honorat, les îles d'Erens. Donc voilà à quoi ça ressemble. Un petit rocher, 2 km, plein de verdure. C'est une réserve naturelle. Il y a un jardin botanique, il y a un monastère. Il y a une sorte de mer morte, en tout cas, c'est comme ça qu'ils l'appellent, la mer morte locale où on flotte. Donc, ça ressemble à ça. On y passe quelques heures. On revient du côté du Vieux-Port pour prendre la destination en funiculaire, ou en téléphérique plutôt, téléphérique ou à pied du Mont Sred, où on prend la hauteur et on voit le coucher du soleil. Et on en prend plein la vue. On est très content. On a vu
de manière très optimisée à Dubrovnik, l'essentiel, en tout cas parce que vous y êtes déjà allé. Et en même temps, vous avez intégré des destinations nature comme le Krum. Voilà, c'est ça, c'est possible. Et après, il y a une autre alternative qui est très bien aussi, c'est les îles et Lafitte, qui sont donc un archipel au large de Dubrovnik, sur lesquels vous pouvez vous rendre en bateau, donc en visite personnalisée et à partager, ou en privé si vous avez les moyens, qui vous permet d'avoir un aperçu de ces îles de manière voilà, adaptée à vos envies. C'est-à-dire qu'au lieu de suivre un guide qui vous amène 1 heure dans chaque île et vous n'avez pas le temps d'apprécier, vous allez faire ce que vous voulez de votre programme, que ce soit 4 heures ou 8 heures, et vous allez pouvoir éventuellement aller vous baigner dans une grotte bleue, qui n'est pas la grotte bleue dont tout le monde parle du côté de Biševo dans la région de Split, mais c'est une grotte dans laquelle là on peut se baigner, qui est plutôt sympa, et vous avez la possibilité donc de faire la baignade dans ce genre d'attraction, et ensuite vous pouvez donc visiter les petites îles, puisqu'elles sont petites, Šipan, Kološev et l'île de Lopud sur laquelle il y a un monastère. Et à ce moment-là, vous avez aussi fait une pause. Et ensuite, vous reprenez votre voiture et vous allez jusqu'au Monténégro, puisque tant qu'à être allé là-bas, vous avez intégré vos journées Monténégro. Donc là, on est à 2h30 environ, sachant qu'on fait une petite pause à Savtat, qui est quand même très jolie comme ville, à 25 km de Dubrovnik. Donc, on fait la pause pour voir un peu cette ville, l'environnement culturel, si vous voulez vous baigner, et vous rejoignez à minima les Bouches de Kotor. Et si vous êtes un peu plus ambitieux et que vous avez organisé votre itinéraire, en conséquence, sur une base de 3 jours, vous allez pouvoir découvrir les Bouches de Kotor avec Peraj, Koštra ou Škrepia, Kotor évidemment, pour la base de ce que sont les Bouches. Et ensuite, vous avez pris de la hauteur en allant du côté de la montagne avec le mont Løvsen. Si vous aimez donc les routes à sensation, je vous en montrer une, puisque c'est la fameuse route serpentine du Løvsen. Donc vous allez sur mon site, de toute façon il y a tout ce que j'explique à longueur d'année sur le site, donc vous découvrirez un peu les destinations et voyez à quoi ça ressemble le mont Løvsen. D'abord on a pris de la hauteur parce que c'est le mausolée du roi fondateur du Monténégro, qui est au sommet de cette montagne, parce qu'on a une vue panoramique à 360 degrés avec les montagnes qui défilent et qui expliquent pourquoi on appelle le Monténégro. Et de l'autre côté, on a la vue intégrale sur les Bouches de Kotor. Donc évidemment, ça reste tout à fait possible depuis la zone de Kotor sans difficulté. Quand on a découvert donc le mont Løvsen, on peut intégrer facilement après cette visite la balade du côté du parc naturel, puisque c'est un parc, donc on peut se promener. Il n'y a pas que la vue du mausolée, la visite du mausolée et les vues panoramiques. Vous pouvez bien sûr voir les Bouches, mais ensuite aller vous promener dans la nature. Il y a des tout petits villages autour de Løvsen. Et ensuite, quand vous allez donc quitter la zone, vous allez faire un petit détour par Sétigné, qui est l'ancienne capitale historique du pays, avec un monastère, avec des bâtiments qui rappellent donc cette histoire-là. C'est une ville un peu anachronique qui a gardé à la fois le charme désuet parce qu'il y a les façades colorées, il y a les anciennes ambassades, et en même temps, il y a la rue typique commerçante des pays d'ex-Yougoslavie. Donc, vous pouvez voir un peu un condensé d'histoire à travers Sétigné. Donc, vous faites une étape à Sétigné et vous avez emprunté la route serpentine que vous voyez ici avec les 27 lacets. Donc, évidemment, c'est aussi pour ce genre d'émotion qu'on va dans cette destination. Donc voilà à quoi ça peut ressembler, sachant que c'est sur une base de 2 nuits au Monténégro qu'on peut intégrer ça facilement. Et quand je vous disais 3 nuits, c'est parce que dit la route. Voilà. Et en fait, quand je dis 3 nuits, c'est parce que de mon point de vue, c'est bien d'avoir un aperçu un peu des 3 façades du Monténégro, c'est-à-dire la montagne avec Løvsen, même si c'est pas la montagne
au sens strict parce qu'on n'y passe pas beaucoup de temps, mais on a déjà vu à quoi ressemble donc la montagne parce qu'on voit les panoramas sur le Monténégro montagnard. On a la mer avec le côté bouche de Kotor et les tout petits villages et tout qui se succèdent parce qu'il n'y a pas que Gospa ou Škrepija, même si c'est la carte postale. Donc il y a des monastères sur toute cette zone en fait. Il y a plein de petits monastères serbes ou monténégrins qui sont parsemés, donc on peut aller les visiter parce que ça fait partie vraiment, en tout cas, c'est ce que j'aime beaucoup faire, donc je vous recommande de prendre le temps, même si vous semblez ne pas en avoir beaucoup, bah, comme ça se succède, bah, c'est à vous de voir vers où le hasard vous porte, hein. Il faut se laisser porter aussi par l'intuition. Et en fait, ensuite, vous allez du côté du Monténégro campagne avec le lac Skadar. Le lac Skadar étant la réserve naturelle écologique de la zone du Monténégro central, en fait, en dehors des montagnes. Il y a la zone que vous avez peut-être entendu, le lac Skadar, il y a des reportages souvent qui montrent un peu à quoi ressemble le Monténégro. Si vous regardez Échappée belle, par exemple, au Monténégro, c'est l'un des très très bons Échappée belle, en fait. Parce qu'ils ont très vite passé sur le littoral, ils ont eu bien raison, parce que c'est vraiment pas le bon Monténégro. En revanche, ils sont allés dans le vrai. Et heureusement qu'ils ont fait ça, parce que ça permet au moins de donner un coup de projecteur sur une région qui d'abord est toujours typique, avec des vraies rencontres possibles. Comprendre ce qu'est un pays, c'est aussi aller à la rencontre des gens, hein. C'est prendre le temps, comme vous dites, hein, donc de faire des expériences. Le fait est que les expériences, on peut les faire en peu de temps, puisque même des personnes comme Angélique, de 3 à 6 heures, c'est pas très long, et pourtant, ça vous empêchera pas d'avoir pris le pouls des destinations qu'elle vous fera voir. Ben, c'est un peu la même histoire pour cette zone-là, en fait. C'est-à-dire qu'on peut prendre le bateau, les petites barques locales qui vous amènent sur le lac à la découverte des cormorans, des albatros, de tout ce qui est végétation, les nénuphars, tout ce qui est typique vraiment de ce lac. C'est un écosystème impressionnant. Vous vous baladez en bateau, donc là aussi vous vous reposez, puisque vous vous laissez porter par les flots, ça va pas très vite, hein. Et ensuite, vous pouvez rejoindre ici donc cette fameuse zone qui est la plus célèbre en fait et qui vous permet d'apprécier à quoi ressemble ce lac. On peut prendre de la hauteur, on fait de la randonnée si on veut ou pas simplement faire des photos. Donc on va à partir de Virpazar, qui est le centre névralgique du Skadar, en fait, on va pouvoir aller dans des points stratégiques d'où on prend ce type de photos. Voilà. Donc soit en bateau, on va se promener en bateau à travers cette zone, soit on va en bateau et en voiture, donc pour rejoindre les points panoramiques. On y dort, parce que ça permet d'apprécier l'environnement. Et là, du coup, où dormir au Monténégro, vous allez sur le groupe, vous verrez que je donne des adresses authentiques avec des personnes qui font donc la découverte du lac de façon vraiment exceptionnelle parce qu'ils y vivent, ils le connaissent très bien, ils ont à cœur de partager avec passion en fait leur environnement. En plus, ils produisent tout eux-mêmes, donc ils font tout leur vin, tout leur rakia, tout ce que vous allez manger. Regardez les points de vue. Ah ouais, c'est super. Bon, ben ça se fait en 3 jours, si on est pressé. Et pourtant, ça se fait en 3 jours. En tout cas, personnellement, je l'ai fait. Ouais. Ça m'a pas empêché d'avoir un aperçu. L'intérêt de l'aperçu, c'est que comme ça m'a plu, j'y suis largement revenue depuis, en fait. Eh oui. Mais au moins, je l'ai vu. Bah, j'y suis Ouais. allée, j'ai profité un minimum. Et en réalité, c'est ce que je recommande aux voyageurs, c'est de savoir ce qu'ils veulent voir, de savoir ce qu'ils veulent faire, jusqu'où ils veulent aller. Ça, c'est important. Et ensuite, pour l'organisation, j'allais dire que c'est un peu une formalité parce que du moment qu'on a compris ce qu'on veut vraiment voir et faire, bah, tout va un peu découler, hein. C'est-à-dire que tout va devenir plus clair pour vous. Vous allez pouvoir identifier déjà Dubrovnik. Si vous êtes allé jusqu'à Dubrovnik, pourquoi ne pas intégrer le Monténégro? À ce moment-là, il faut donc la base des 5 jours. 5 jours sur votre itinéraire. Ça remplace les fameux 6-7 jours que vous aviez à Rome, à Naples, à Florence, en fait. Ouais, tout à fait. Sachant qu'après, évidemment, il faut aménager l'itinéraire pour remonter. Donc, là, quand même, c'est un très gros projet. Donc, c'est vrai que je ne vous ai pas montré quoi que j'avais fait sur 3 semaines. Je l'ai montré à une Canadienne qui va faire vraiment le tour du nord au sud
et ça pose pas problème d'improviser. Mais comme vous changez beaucoup d'avis sur les destinations et le temps a passé, ça m'a un peu perturbée pour vous montrer un peu la boucle en question. Mais bon, l'idée, c'est que si vous allez jusqu'au Monténégro, vous allez pouvoir intégrer vraiment le Monténégro et même faire une pause du côté de l'Herzégovine si vous n'êtes pas ferme à l'idée de quitter les frontières pour aller aussi en Herzégovine. Donc là, c'est la région de Mostar. Vous connaissez peut-être pas. Non. Voilà, donc à ce moment-là, on bascule encore dans d'autres influences. On a pu découvrir à quel point l'ex-Yougoslavie était un pays extrêmement varié, avec des cultures extraordinaires qui se sont longtemps mélangées avant que tout ça explose. Et en fait, donc Mostar, l'Herzégovine, avec la possibilité aux environs de voir plein de très jolis lieux qui sont condensés vraiment à proximité de Mostar. Et ça signifie, donc à titre indicatif, par exemple, si vous décidez de dormir du côté de Kotor, par exemple, que vous quittez le Monténégro pour aller à nouveau en Istrie, pas en Istrie, oui, vous rejoignez l'Istrie et le nord, quoi, pour faire votre retour. La boucle, elle passe par là. C'est-à-dire qu'au lieu de repasser par le littoral, par Dubrovnik et tout ça, vous avez décidé d'aller du côté de Mostar. Voilà donc ce que ça peut donner. Sachant que quand vous avez été à Split, par exemple, vous avez rejoint éventuellement l'île de Korčula avec le car ferry pour pas vous fatiguer. C'est 3h30 de traversée, donc vous avez pris le car ferry. Vous l'avez pris à 10h, vous arrivez à 13h. Hein, vous arrivez là. Vous allez donc traverser l'île. Vous avez déjà un aperçu de l'île. Vous y posez parce que comme ça, c'est un peu la formalité. Comme ça, au retour, vous allez conserver ici la zone de Makarska que vous n'aurez pas vue et vous serez passé par Mostar ici. Donc, vous voyez que la boucle, vous allez la voir en réalité. Hein. Et que si vous n'avez pas visité la zone de Šibenik ou le parc de Kerka, bah, c'est très bien aussi que vous l'ayez peut-être pas fait à l'aller parce que sur le retour, vous allez pouvoir de Makarska rejoindre ici la zone en question, voilà, par l'intérieur des terres, et rejoindre Plivice tranquillement par Knin, ici, par une zone qui est complètement méconnue des touristes, mais que tous les touristes qui m'écoutent empruntent et comprennent la variété de la Croatie comme ça, en fait, hein, parce que là, on passe par toutes les facettes. Donc, ça peut permettre vraiment d'avoir un aperçu très intéressant et très varié. Sachant que, voilà à quoi ressemble, bon, Mostar, la ville elle-même. Mais si vous regardez sur le groupe, hein, parce que justement, j'en ai parlé, vous avez la ville qui est vraiment le centre névralgique de la région et vous allez pouvoir aller du côté donc de Blagaj, qui est un monastère derviche à 10 km avec des sources, la rivière Buna, qui permet d'avoir une source avec des petits restaurants, des petits cafés très agréables. Vous avez la ville de Stolac avec des tombes Bogomil. Vous avez le château, les cascades, qui est une rivière qui passe par Stolac. Vous avez la possibilité d'aller donc à Kravice ici, qui est un mini Plivice, même si c'est très prétentieux, mais il y a la possibilité de se baigner dans ces chutes-là. Donc vous avez les cascades que vous pouvez visiter. Ici, le monastère d'Ervish, avec la source, la rivière Buna. Ici, le village de Pochitel, à 10 km de Mostar également, hein, avec tout ce qui est typique de l'Empire ottoman. Hein. Donc l'ancien village médiéval, la forteresse. Si vous allez au sommet de la forteresse, vous verrez la Neretva. Et ici, donc, le village de Pochitel qui a conservé le hammam, tout ce qui était de la tradition de la période de l'Empire ottoman. Ça, c'est un condensé que vous pouvez avoir en une journée. Surtout si vous y dormez. Donc, vous quittez évidemment la zone de Kotor. Vous rejoignez par Trebinje, par l'intérieur des terres, par la région donc de Republika Srpska, la République serbe de Bosnie, ici. Donc, ça signifie que au lieu de reprendre la route pour Dubrovnik, puisque c'est ce que vous avez fait à l'aller, vous allez aller à Trebinje. Et là, vous découvrez la Bosnie serbe. Même si c'est simplificateur à dire comme ça signifie que vous allez quitter Kotor, vous allez passer par ici, par cette zone-là. Vous allez pouvoir, si vous aimez le vin par exemple,
ou même si vous n'en buvez pas mais que vous voulez découvrir, donc la route des vins de Bosnie-Herzégovine, Trebinje, c'est donc une ville en République srpska, et à côté vous avez Trevdoš, qui est un tout joli monastère en fait, avec un patrimoine viticole le plus connu de Bosnie-Herzégovine. Trebinje, voilà à quoi ça ressemble. Vous avez ici une église qui a été érigée au sommet. Vous avez un super point de vue sur un pont ottoman. Vous voyez la rivière, la ville qui va s'étirer. Ensuite, le centre de la ville que vous pouvez visiter assez rapidement, puisque vous n'avez quand même pas non plus beaucoup de temps, mais vous pouvez déjà avoir un aperçu de ces diverses influences. Vous avez ici les vignes du monastère de Trevdoš. Trevdoš, c'est vraiment le lieu sympa et complètement représentatif à découvrir. Donc, vous pouvez y faire un arrêt. Vous voyez, le monastère se visite. Avec de la chance, comme moi, vous allez pouvoir rencontrer les moines qui vont vous raconter un peu l'histoire, parce qu'il a une histoire très, très agitée, comme toute la région, hein, d'ailleurs. Et à ce moment-là, vous avez fait des étapes vraiment culturelles intéressantes. Vous avez découvert l'orthodoxie serbe de Bosnie. D'accord. Donc là, vous voyez, on est en plein dans l'espace culturel historique, hein, et la variété de l'ex-Yougoslavie. Et la boucle, vous l'avez. Et tout est cohérent, en fait, hein, parce qu'on passe d'une zone à l'autre facilement. Donc là, du coup, vous êtes allé de Trebinje par Stolac, Blagaj, Mostar. Donc, vous quittez la zone ici en allant du côté donc de Kralice. Et de là, vous allez rejoindre le littoral côté Makarska. Alors, juste à ton voilà, Kralice ici, et Makarska, donc, avec les plages de la Riviera et le massif de Biokovo. Donc, en réalité, ça ressemble à ça, c'est-à-dire que là, vous quittez le Monténégro, où vous vous êtes posé de 2 nuits à 3 nuits si vous avez été du côté du lac Skadar. Ensuite, vous faites une étape ici à Mostar pour découvrir vraiment l'environnement dont je vous ai parlé. Et ensuite, vous rejoignez tranquillement la zone ici. Et puis, vous allez remonter pour découvrir donc l'intérieur des terres par ici. D'accord. Puisque l'objectif, c'est de découvrir d'autres choses. Donc, évidemment, là, vous retrouvez des lieux dont je parle souvent, qui sont vraiment hors des sentiers battus, et comme la source de la rivière Cetina, par exemple, qui est par ici, la ville de Knin avec sa forteresse. Tout ça, en fait, par l'intérieur des terres, vous pouvez très bien le découvrir. Imotski également, avec ses lacs, hein. Il y a des lacs d'Imotski, il y a une forteresse également à Imotski, et puis il y a les lacs, vous voyez, les lacs ici, lac rouge et lac bleu, donc qui sont des curiosités naturelles, hein. Donc voilà à quoi ça peut ressembler. Donc en réalité, la variété de la Croatie en faisant une boucle, vous l'aurez. Et si vous donc vous faites ce choix-là, si on imagine que vous allez passer donc par Knin, par exemple, là, Knin donc, et Knin, Ivice, sachant que, voilà, à quoi ça ressemble, sachant que là, la question qui se posera, c'est qu'est-ce que je veux vraiment voir et faire? Est-ce que je veux encore augmenter mon champ historique et culturel, et je choisis d'aller du côté de Zagreb? Et ça, ben, voilà, pour moi, c'est quand même assez évident quand on va dans un pays d'essayer d'aller voir la capitale, hein, parce que c'est l'influence de la Croatie historique, n'en déplaise aux touristes. La Croatie historique, elle est ici. Donc, vous avez tout l'empire austro-hongrois, toute son influence architecturale. Donc, c'est sûr que ça ne plaît pas forcément parce que c'est beaucoup plus monumental, beaucoup plus massif. Mais voilà, donc ça peut donner ce genre de solution de visite. Et puis après, vous rejoignez donc par la Slovénie, soit vous décidez de passer par ici, dans la région de Rijeka, que vous n'avez pas vu au demeurant, et donc vous allez rejoindre tranquillement la région de Rijeka, Opatija, le Lungomare, et vous quittez après par Trieste. Donc ça ressemble vraiment à une boucle, on est d'accord? Oui. Et il y a quand même beaucoup de variétés.